Ce petit train, c'est un héritage de mon père. Au lieu de se promener avec des brouettes et puis se casser le dos, il s'est dit, bah, tout de suite, on va construire un petit train. Il aimait les trains. Mon grand-père travaillait au CFF, donc je pense que ça a dû l'inspirer. Un petit train qui a servi aussi à s'amuser avec. Nous aussi, on s'est amusé avec. Donc on les retrouve un petit peu partout. C'est un peu la signature aussi à mon père. Voilà, et ça nous rend vraiment bien service. Moi, ça me parle parce que déjà, c'est beau. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien toucher la matière, travailler la matière. Et puis je trouve que c'est quelque chose, un objet qui est magnifique, quoi. Donc, même s'il est mort, il est plus beau vivant. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est touchant. C'est mon métier d'apprendre à lire dans ces cernes de croissance et puis d'étudier l'évolution de la croissance des arbres, quoi. Quand on travaille sur le bois, ce qui est particulier par rapport aux autres matières, c'est que c'est une matière vivante, avec tout son vécu, et puis qui s'inscrit là-dedans, dans ces cernes de croissance du bois. Pour un archéologue, c'est que l'objet en bois lui-même est magnifique, mais après, on peut le faire parler, cet objet. Puis il peut nous apporter énormément de choses. On peut aller beaucoup plus loin que simplement déterminer à quoi servait l'objet. Bonjour les enfants. Ah ben ils sont nombreux là. Oui. Il y a 2 classes. Ouais. Des 3e et des 5e. Voilà. Je vais commencer par vous présenter Fabien, archéologue, dendrochronologue, qui va vous expliquer un petit peu son métier et qui va pouvoir vous expliquer, vous conter un magnifique chêne. Ouais. L'histoire d'un magnifique chêne. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour calculer l'âge d'un arbre. Est-ce que depuis ici, vous arrivez à savoir plus ou moins où il serait? Il serait où? Là. Celui-là. Là-bas. Vous voyez? Voilà, exactement. Donc celui-ci, c'est un des plus gros chênes qu'on ait dans la région. Il y a des crapauds là-dedans, là, je sais pas comment on appelle ça. Vous pensez qu'il a quel âge? 1000 ans. 1000 ans? 100 ans? 1000 ans? Il y a de la marge là. Hein? 300 ans. 300 ans? 400 000 ans. Ouais. On va calculer son âge avec précision, comme ça je vais vous montrer comment on a fait. Quand on va se mettre autour, qu'est-ce qu'on va calculer? Les écorces. La grosseur de l'arbre. Hein? Ça va être la circonférence, on appelle la circonférence de l'arbre. Comment on arrivera à voir ce qu'il y a à l'intérieur? Vous avez une idée? Ouais. Une radio. Ouais, on pourrait radiographier. Mais sinon, avec un moyen un petit peu... oui. Oui, tu peux me répondre. Une machine à voyager dans le temps. Ouais, alors c'est bien une machine. On va voyager dans le temps, c'est vrai. Une petite machine, on enlève un petit peu, mettre une petite machine pour voir. Voilà, je vais vous montrer la petite machine. On va pouvoir faire des petites carottes.
Ouais, je vais vous sortir les petites carottes. Alors je vais m'en là. C'est des vraies carottes? Voilà, vous voyez une petite carotte comme ça? C'est un petit bout de l'arbre. En fait, quand on va percer, on va faire un petit trou dans l'arbre. On va se mettre à plusieurs. Alors vous tenez la main, puis on va essayer de faire tout le tour de l'arbre. D'accord? Ça n'existe pas. Il en faut encore. Oui. Allez, venez. Viens. Les autres vont tomber. Tiens bon. 7. Ouais. Alors, on a combien? 9. Tu crois que c'est un 9, ça? C'est un 9 à l'envers. 6 mètres. C'est un 6, ouais. Alors, 6 mètres. Il faut tout ça pour arriver au centre de l'arbre. Ça fait pas mal, hein? Puis là, jusqu'au centre de l'arbre, on aura la totalité des cernes de croissance. Puis si on les compte, ben, on aura l'âge de l'arbre. Donc, on m'a dit de 100 à 400 000 ans. En fait, il a 160 ans, cet arbre. C'est un des plus gros, pas plus âgé, hein. C'est un des plus gros du canton. Je pense. Je suis dendrochronologue, hein, donc c'est vraiment l'étude du temps par les arbres. Donc on étudie forcément les arbres, la structure anatomique, la croissance et tout, mais quand même à travers le temps. Et puis on travaille sur des très vieux bois, en plusieurs milliers d'années. C'est agréable de transmettre, puis moi j'aime travailler avec des gens d'autres milieux aussi, parce qu'ils nous apportent énormément de choses, même si ce n'est pas des archéologues, mais justement ils ont d'autres expériences. Et on verra, ou alors on le mettra dans la romaine. On met en place, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. On met en place. Moi, j'ai pris la bouée pour qu'on puisse repérer mon parachute, chacun un parachute. Puis on met provisoire pour aujourd'hui, puis après on enlève. Ok. Ça, on le charge. L'horlogerie. Et ce qui est bien en dendrochronologie, c'est quand même d'avoir des bois à analyser. Puis ces bois, ils viennent principalement d'un milieu subaquatique, un milieu immergé, un milieu gorgé d'eau où le bois se conserve pendant des milliers d'années. Sur les sites terrestres, on n'a pas de bois qui se conserve. Là, on est en train de préparer pour les prochains cours d'archéologie subaquatique qu'on organise ici au Lathénium. Donc on va placer un carroyage en alu gradué avec un chariot qu'on peut bouger dessus pour faire tous les relevés sur cette épave qu'on voit bien ici dans le lac, qui est présentée dans le parc du Lathénium, qui est une réplique d'un chalon romain. C'est destiné aux étudiants en archéologie ou aux plongeurs loisirs. Et puis c'est une formation qu'on donne parce qu'à l'université, on ne dispense pas ce genre de formation. Et les étudiants, ils ont besoin d'avoir ce genre de cours pour au moins pouvoir attester d'une première expérience pour postuler dans des fouilles subaquatiques.
La dendrochronologie, c'est une méthode de datation absolue, la plus précise qui existe. Donc on peut avoir des datations à la saison près. C'est la courbe de référence pour le chêne en Suisse. C'est l'évolution finalement de la croissance d'un chêne pendant 6000 ans. Et en fin de compte, c'est cette évolution de la croissance année après année qui nous permet de pouvoir dater des échantillons, pouvoir comparer sur cette courbe de référence. Ce violon, il a toute une histoire très originale. C'est un luthier qui a trouvé un bout de bois pris dans les glaciers sur le col du Grimsel. Donc à 2300 mètres, c'est en 1950. Et puis, il en a fait un violon. Puis, voilà, avec ce bout de bois qui était beaucoup plus gros, il a pu faire la table d'harmonie du violon. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de dater ces morceaux de bois. Donc, il n'aura pas 10 000 ans parce qu'on n'a pas de l'épicéa depuis moins 10 000, mais l'épicéa est venu quand même un peu plus tard. Mais il pourrait quand même avoir des milliers d'années, qui me semble le cas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est quand même essayer de mesurer toutes les cernes qu'on aperçoit sur la table d'harmonie. Et j'ai fait 4 chemins de mesure, des moyennes. J'ai obtenu 150 ans de croissance. Et il ne sort pas sur nos référentiels. Donc certainement qu'il est beaucoup plus vieux, même bien avant des référentiels qu'on a de l'épicéa jusqu'à l'époque romaine, on en a un petit peu. Après, plus vieux, on n'arrive pas trop à dater. Quand on n'a pas la possibilité, on n'a pas les référentiels, parce que voilà, le bois, il serait beaucoup plus vieux que nos courbes de référence, on va faire du radiocarbone, du C14, et puis là, on va donner un petit échantillon, donc c'est une analyse chimique. Et la précision, c'est 100 à 200 ans près. Donc là, j'aurai exactement le siècle de cet épicéa-là. C'est du bois qui peut avoir 3 000, 4 000, 5 000 ans. On en a qui sont même beaucoup plus vieux. Donc, ouais, c'est vraiment pour l'histoire de ce violon, quoi. C'est très original. Avec Charlotte, on partage nos activités depuis 30 ans déjà maintenant. Ça fait bien longtemps on partage en fait toutes nos passions. Alors il y en a que c'est moi qui les ai amenées, comme la montagne. D'autres, comme le cheval, c'est elle qui a amené cette passion et puis qu'on partage maintenant. C'est elle qui avait des chevaux depuis toute petite. Ses parents, ils avaient un élevage. Donc elle a fait énormément de cheval. Donc de toute façon, du moment qu'on allait habiter ici, c'était impensable qu'il n'y ait pas de chevaux. Ça a pris beaucoup de place parce que pour moi, c'est un animal de compagnie. Donc Charlotte avait l'habitude d'animaux vraiment qui étaient faits pour la compète, pour le saut. Moi, j'avais envie d'un animal différent. Moi, j'avais eu un coup de cœur pour les frisons. Et puis, en fait, on a été en chercher un. Et puis, c'est elle qui a pris le frison. Donc, il a fallu attendre qu'on change le deuxième cheval pour que je puisse enfin monter mon frison. Donc, c'est des chevaux magnifiques, sympathiques, voilà, qui sont vraiment agréables à détenir chez soi.
suis né pas très loin d'ici, dans le Val de Travers, donc à Couvet. Et puis mes parents, ils ont construit un chalet à 2 pas d'ici, sur les crêtes. En voyageant, on a toujours envie de revenir à un endroit où on se sent, voilà, on retrouve un petit peu ses racines. Donc, chaque fois après un voyage, j'ai l'impression que c'est chez moi ici. Enfin, donc quand je reviens ici, j'ai l'impression que voilà, j'ai toujours habité ici et puis je me sens vraiment bien. Donc toute mon enfance, je suis venu ici et puis vraiment ce col avec la vue sur le Chasseron, c'est l'endroit que j'ai toujours préféré. Chaque fois que j'ai envie de me recueillir, je viens à cet endroit, quoi. C'est vraiment, je trouve, un des plus beaux paysages du Jura. J'aime bien me ressourcer, puis c'est mes racines ici. Je prends la bouteille. Hein. Hop, voilà. Voilà, alors, hop. Voilà. Voilà, on n'a pas goûté, mais ça va aller. Bon. Sauter. Sauter à pied. Elle a son caillou, elle est contente. C'est vraiment un endroit qu'on affectionne avec Fabien, aller se balader, c'est tranquille. Et puis surtout aussi, ce qui est, je trouve, fantastique, c'est rester vraiment sauvage. Ça n'a pas bougé, en fait. Il faut aimer le calme, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, hein, d'être comme ça, perdu dans la nature. Nous, c'est ce qu'on aime bien. C'est aussi des souvenirs. Je viens de là-bas, de pas très loin, un petit village. Et puis, on a beaucoup skié. On a appris un peu à skier dans la région, de se retrouver dans cet endroit, c'est magnifique. Il est beau ton caillou. T'as un 3e verre pour un pied. Fabien, il est très pragmatique. C'est lui presque le plus scientifique des deux, malgré que j'ai fait des études les plus scientifiques. Ce qui nous a réunis, c'est je dirais le sport avant tout. Comme il était prof de sport au début, on a fait beaucoup de ski, de tennis. Et puis on aimait aussi les deux, les balades, les promenades en nature. Je pense que ce rêve que j'ai en moi, parce que moi, toute mon enfance à l'école, chaque fois que j'avais un exposé, je faisais sur l'aviation, je faisais sur le vol. J'étais passionné par ça.
À tel point que finalement, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi je ne suis pas devenu pilote, parce que je n'osais que d'en parler. Mais puis ça allait loin d'ailleurs. J'étais petit, on mangeait un poulet, je mangeais les ailes. Moi, c'était toujours... Donc voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose à dire là-dedans. Et puis, voilà, que le dirigeable, tout de suite, ça m'a enthousiasmé. Et puis c'est vrai que Fabien Drault maintenant me permet de voler. Et puis, donc il y a un moment, je me suis dit, je pourrais faire le permis de montgolfière et tout, mais finalement, à quoi bon? De toute façon, je le partage cette passion avec lui. Donc finalement, enfin, j'arrive à faire ça, dans mon métier en plus, d'archéologue. Donc j'arrive à profiter des compétences de Fabien. Ouais. On a quelques poissons là, le long des rails. Ouais. Inévitablement, tu vas tomber sur des sites là, quasiment sûrs. Ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil. Ouais, là t'as un petit quelque chose, mais ça doit être moderne. Tu repères l'espèce de forme en F. Ça c'est quelque chose de moderne assurément. Ça ressemble à une chaise. C'est juste une pièce en bois à peu près là autour de la bouée là, mais je suis pas sûr que ça soit du bois ça. Je sais pas ce que c'est, tu vois, juste en dessous de l'eau. Oui, ça je l'ai photographié avant. Ouais. Ok. Donc ouais, on disait là, l'immense là, tu vois, cet immense bois là, c'est peut-être pas inintéressant celui-là. Je sais pas. J'irais plus pour toi s'il est vraiment ancien ou pas. Ouais, ça a l'air d'être une poutre. Mais c'est une poutre, hein, c'est très droit, plat, mais bon. Un peu comme Autrive, ouais. C'est quand même drôle de forme cette pièce. Ouais, tout à fait. Ça mériterait une petite plongée quand même pour savoir ce que c'est. De nouveau une pièce. Ouais. Il y en a du matos hein, dans cette baie. Il y a un truc. Ouais. On dirait un pieu. Ouais, ça a l'air très effilé. Ce qui m'intéresse énormément, c'est que, voilà, sur une photo plus générale, on voit la station lacustre, hein, avec tous ces pieux ici. On voit qu'il y a un front d'érosion qui est devant, donc qui est à peu près à 50 mètres, qui est devant ici. Ça, c'est un petit peu dangereux parce que ça va creuser petit à petit le sol. Et puis, on voit que sous cette partie qui a disparu, ces galets, on a plein de bois qui apparaissent. Et c'est ces bois qui m'intéressent, hein, là, parce que j'aimerais voir si c'est des bois anthropiques avec des traces de travail humaines, ou alors si c'est des bois uniquement naturels. Des bois qui auraient été, mais forcément qui sont très anciens.
Les gens sont convaincus qu'il n'y a rien dans le lac, même les archéos, hein, c'est pas que le grand public. Et puis nous, voilà, depuis qu'on a commencé, à chaque fois qu'on fait des vols, on trouve quelque chose. Et puis à tel point que moi, des fois, Fabien me dit, on va voler. Oui, mais après, il faut assumer tout ce qu'on trouve. Et puis c'est pas forcément facile. Puis après, il faut élaborer tout ça, il faut publier, parce que tout ce qui n'est pas transmis après au grand public ou aux scientifiques dans une publication, un article, quelque chose, c'est perdu. Donc il faut vraiment arriver jusqu'au bout vraiment de la publication pour que les choses qu'on a découvertes, ça reste dans la mémoire un peu collective. Sinon, ça va finir un peu dans les oubliettes. Il faut vraiment publier les choses. Là, si je peux les passer comme ça, c'est vraiment cool. Puis là, maintenant... Même des baies où on travaille depuis 10-20 ans, on arrive encore, voilà, on fait un nouveau vol en dirigeable, une nouvelle prospection aérienne, et on découvre des nouvelles choses dans des endroits où on ne sait peut-être plus rien trouver. Enfin, moi j'imagine toujours que l'on va pouvoir trouver quelque chose, mais c'est peut-être pas là qu'on l'aurait cherché. Donc là, on arrive juste sur la station de Bevel-l'Abbaye. C'est une station de l'âge du bronze. Elle est inscrite à l'UNESCO, donc depuis 2011. Et puis, elle date de moins 1000 environ. C'est un village qui a perduré pendant 200 ans. Donc 3000 ans. Et puis ensuite, on va se diriger vers la zone d'érosion. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les pieux qui émergent dans la zone, dans le front d'érosion. Je peux faire tout seul, mais après je me démonte. Oui, derrière, comme ça, ouais, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Moi, ce qui me plaît bien dans l'archéologie subaquatique, c'est le milieu. Hein. Déjà, c'est un milieu, voilà. Le lac ou la montagne, c'est des environnements exceptionnels. Donc, chaque fois qu'on est sur un site lacustre, c'est toujours des sites magnifiques. Sous l'eau, c'est sûr qu'il y a la visibilité, qui est rarement bonne du moment qu'on se met à travailler. On voit souvent plus rien. Et après, voilà, c'est la température, parce qu'on travaille généralement l'hiver, donc ça peut aussi freiner pas mal de monde. Mais sinon, c'est que du bonheur. C'est s'immerger dans un autre monde. On travaille, mais tout d'un coup, on part, on plonge. Et puis on se retrouve à faire notre travail, mais dans un environnement complètement spectaculaire. On t'a ramené un petit souvenir. Ouais, je vois ça. Un drone préhistorique. Ouais. Ouais, puis il y a plein de bois, t'as coupé plein de trucs. Bon, comme d'hab, tes mini-grippes, ils ont une fuite, mais... Une petite idée pour ce que c'est exactement, c'est certainement des bois, mais plutôt les bois des poutres horizontales qui faisaient partie des maisons. C'était une bonne découverte, et puis voilà, une bonne documentation en prospection aérienne. Ouais. Donc c'est bien. Parce que tu vois, j'aime bien parce que l'image aérienne, t'as l'impression que la station elle est juste à côté, hein, les pieux. Ça fausse, hein. Moi, quand tu m'as montré les photos hier, je me suis fait avoir, je pensais que... Ouais. Puis en fait, on est loin. Hein.
puis si ça s'érode, ça va nous faire des nouvelles découvertes. Ça va sortir des nouvelles choses. Et puis, on a beaucoup trop de choses, quoi. Donc, rien que dans le lac, là, on vient de fouiller en 2 ans 3 pirogues, un bateau romain, un bateau du 16e, un bateau du 17e, une pêcherie néolithique. Ça demande des équipes énormes. On n'a pas le personnel qui est en permanence engagé au canton pour faire des fouilles pareilles. Donc, ma foi, chaque fois, il faut se débrouiller pour fouiller ça. On a beaucoup trop. On a beaucoup trop de choses à documenter, malheureusement. La plus grande satisfaction en archéologie subaquatique, je pense que c'est un empierrement qu'on avait trouvé près du canal de la Thièle. En essayant d'un peu de creuser autour de cet empierrement, tout d'un coup, hop, une membrure, 2 membrures qui apparaissent. Et puis il y avait un bateau complet dessous. Donc ils avaient utilisé ce bateau pour faire la construction du signal. Puis après, en faisant des recherches sur des anciennes cartes, on a vu qu'il y avait, en tout cas au XVIIe siècle, une construction dans l'eau, quadrangulaire, qui permettait au bateau de se repérer pour reprendre l'ancien canal de la Thièle. On a pu dater tout de suite 1530. Et ce bateau a servi à construire ce signal en pierre, cette construction en pierre. Et en fait, c'est une technique que les Romains utilisaient déjà. C'est qu'on construit les premières assises de la construction dans le bateau. On arrive avec le bateau, on coule le bateau. Et on finit de construire le reste par-dessus. Donc on avait un bateau complet du XVIe siècle. Et aucun bateau du XVIe siècle n'a été trouvé dans les lacs romans jusqu'à celui-là. Donc là, ouais, on était avec Fabien Drault, on était spécialement, quand on a trouvé le bateau, on ne se sentait plus là. J'ai toujours été attiré par la montagne. Donc c'est vraiment le milieu que je préfère, c'est la montagne. Par contre, l'eau, c'est mon milieu professionnel. Et puis j'ai vraiment eu envie de travailler sous l'eau. J'ai fait de l'archéologie, vraiment parce que l'archéologie subaquatique m'a intéressé. Mais je ne suis pas quelqu'un du lac, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, je ne fais pas de voile, je fais pas de... Et puis j'habite loin, là, quand même. Loin, j'habite pas au bord du lac, j'habite en montagne. Et puis c'est ça mon milieu. Pour chaque chose qu'on a trouvée avec Fabien Drault en dirigeable, en prospection aérienne, la première chose, c'est d'aller dater. On trouve un bateau, on a envie de savoir quand il date, une épave, et puis ça va lui donner toute son importance. Si elle est romaine, si elle est 16e, 18e ou 19e, ça ne sera pas la même importance. Alors voilà, je t'apporte déjà les échantillons, parce qu'on a quand même scié un petit peu sous l'eau. Donc comme tu vois tout de suite, on a déjà 2 chênes. Hein. Ces bois très foncés, noir comme ça. Altérés, vraiment c'est typique du chêne, de l'altération du chêne. Donc on a des bois vraiment très anciens. Là, ça a plusieurs milliers d'années probablement, hein, pour être si noir. Ouais. Donc tu penses que ça peut être des troncs qui ont été fendus? Oui, et puis certainement des poutres des maisons. Pas les pieux, mais les poutres. D'accord. Puis ils sont vraiment pris dans le sédiment. Donc ils appartiennent certainement au village. Donc là, on a, je pense, une super découverte, mais ça nous montre que ce front d'érosion, il va nous
nous découvrir pas mal de choses. Ah, ça valait la peine de voler. Bon, comme d'habitude. Hein. Ça peut être une station très très ancienne, parce que les stations de moins 3800, elles sont larges. Elles sont larges. Donc, d'un coup, on fait bingo plus. Hein. On verra. J'ai la chance de rencontrer Fabien, un archéologue qui est prêt à partager ces moments un petit peu de rêve et d'audace, parce qu'il faut une certaine audace aussi, ne serait-ce que pour survoler le lac. Et puis, ma foi, de partir un petit peu à la découverte et peut-être perdre son temps, mais au final, non. De toute façon, il y a le plaisir du vol déjà. Donc, le plaisir du vol, le plaisir de la découverte, le plaisir aussi beaucoup de l'enquête, de l'investigation après, parce que quand on découvre un objet, une épave, un site, automatiquement, il y a le travail d'enquête après qui vient. Il y a le travail d'intérêt de découvrir cette période et de découvrir les similitudes avec d'autres découvertes. Donc ça, c'est passionnant. T'as seulement, tout archéologue, d'un certain côté, a une envie de découverte, de se laisser émerveiller. Et je pense qu'on a le droit de se laisser émerveiller, mais en même temps, c'est beaucoup plus facile pour l'amateur que le professionnel, qui, lui, a aussi l'imposition d'être scientifique et méthodique. Moi, j'ai droit à l'erreur. Je peux me tromper autant de fois que je veux, je n'ai pas de réputation, voilà. Fabien a beaucoup moins de droit à l'erreur. Donc, ça va l'obliger à être beaucoup plus méthodique et rigoureux. Donc, voilà, il me laisse m'émerveiller. Et puis, j'essaie de le tirer un petit peu, mais en même temps, il sait me ramener. Étant aussi scientifique dans mon métier, je comprends aussi parfaitement en quoi il est nécessaire d'avoir de la rigueur et de la méthode. J'ai peut-être tendance à vouloir trop faire de choses et puis d'imaginer, mais je pense que c'est pas un défaut, il faut juste pas que ça nous envahisse trop. Mais j'aime bien avoir toujours des projets, puis imaginer, puis c'est dans des endroits comme ça que je peux me dire, ah ben tiens, qu'est-ce que je vais faire encore, qu'est-ce que j'aimerais encore faire. On a toujours eu le projet justement de faire un grand tour à cheval dans le Jura, ou faire quelque chose vraiment où on part avec nos chevaux. Et ça, il nous faudrait quand même un peu de temps devant nous. Moi, c'est ça, la passion, c'est surtout d'avoir le temps, d'avoir des envies et puis de pouvoir les réaliser.